Alors, le mot vision est un peu fort, hein. C'est pas des visions en forme dans l'état de transe, c'est juste comme ça, là par exemple je suis en train d'attaquer le roman suivant et il y a une scène comme ça, je sais que je voulais raconter, qui est mon propre personnage se voyant dédoublé et devant lutter avec lui-même pour réussir à sauver la situation. C'est quelque chose que du coup je suis en train de construire l'histoire par rapport à cette scène-là. Plus une histoire toute bête, mais moi j'adore les histoires dans les cimetières, les vieux films des années 30 avec Boris Karloff et Bela Lugosi, donc les scènes de cimetière où on déterre un cercueil et on ouvre le cercueil, il se passe quelque chose d'étonnant. Bon voilà, j'avais aussi envie d'incorporer une scène comme ça. Donc par rapport à des données comme ça de base, je construis une histoire où ces scènes sont mises en avant, mises en évidence et elles ont un poids conséquent. Une fonction dans le déroulement. Le premier bouquin, Le fantôme de Baker Street, c'est celui qui a été presque le plus simple à écrire, tout simplement parce que c'est parti de la sonorité de l'adresse mythique de Sherlock Holmes, 221 Baker Street. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et un jour, en me promenant près de chez moi, je trouve un 21 bis, quelque chose, pas n'importe, mais 21 bis. Je me dis 21 bis, ça sonne bien, ça sonne bien. Puis je me dis, mais évidemment, 21 bis, c'est 221 bis Baker Street que tu entends. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur le 221 bis Baker Street et j'avais envie de faire un bouquin qui ne soit pas forcément sur Sherlock Holmes, mais sur l'adresse, sur comment dire, le contenu, la force, comment dire, la puissance sur l'imaginaire des lecteurs qu'un fragment, un fragment de phrase aussi simple qu'une adresse peut avoir. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, le 221 Baker Street, c'est une adresse qui est tellement connue que je crois qu'on peut parler à n'importe qui dans le monde de ce fameux chiffre, de cette fameuse adresse, tout le monde connaît. Et donc je me suis redocumenté, je me suis renseigné, je me suis aperçu que cette adresse avait un poids beaucoup plus fort que je le pensais, qu'il était lié aussi au personnage de Sherlock Holmes qui a eu un poids extrêmement fort dans la carrière de Conan Doyle, parce que c'est quelqu'un qui a été complètement dépassé par sa créature. Donc en ayant des éléments aussi forts que cela, le roman s'est mis en place assez facilement. C'est assez énorme, mais une part de documentation qui est beaucoup, qui est beaucoup une partie de plaisir. C'est-à-dire que j'adore me replonger dans les vieilles cartes, les vieux bouquins qui racontent le quotidien des gens dans les années 30 ou dans les années 1870-1880 pour la dernière enquête du Chevalier Dupin. Donc là maintenant je sais que j'ai toujours une carte au-dessus de mon bureau, une carte de Londres des années 30 dans laquelle je me plonge régulièrement. J'ai des vieux annuaires de train des années 20-30 où je sais que quand tel train partait de la gare de Victoria pour aller n'importe où à Londres, je sais les horaires, le tarif de la première et la deuxième classe. Alors ça n'a pas beaucoup d'intérêt comme ça parce que je l'utilise très peu dans mes romans. Je ne vais pas indiquer le prix du billet pour aller à Southampton. Mais en tout cas, avoir cette documentation-là m'aide pour construire mes histoires. Après, comme c'est des histoires où on parle beaucoup littérature, il est beaucoup question d'écrivains dans mes romans, il est beaucoup question des ouvrages qu'ont écrits ces auteurs. Il est évident que je relis beaucoup ces bouquins. Dans Le Fantôme de Baker Street, j'avais relu tous les grands romans victoriens, en allant de Dracula, de Bram Stoker, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tous les portraits de Dorian Gray, d'Oscar Wilde. Je les ai tous relus, le crayon à la main, pour essayer de capter ce que je pouvais utiliser dans mon propre roman. Là, pour celui que je suis en train d'attaquer, je suis en train de reprendre aussi tous les écrivains fantastiques des années 30 en Angleterre, Arthur Machen, enfin je dis des années 30, ils ont écrit bien avant, mais en tout cas ils étaient encore vivants au moment où mon histoire se situe. Pour les portes du sommeil, le surréalisme, les réunions du groupe surréaliste Place Blanche à Paris. Là, je me suis replongé dans toutes les biographies des surréalistes, celle d'André Breton, les autres. L'Institut métapsychique à Paris, qui est un institut assez incroyable, qui existe encore aujourd'hui, plus à la même adresse, mais qui s'occupait à l'époque de recenser de façon assez scientifique tous les événements qui relevaient du paranormal et du surnaturel. Bon, bah, il y a aussi des textes qui existent, des revues d'époque, je me suis plongé là-dedans. Donc c'est vrai que c'est une grosse part de lecture. Je m'y plonge avec délectation, j'adore ça, parce que je suis un gros lecteur. Après, le problème, c'est qu'il faut réussir à en sortir pour que l'histoire qu'on va raconter
soit imprégné de tout ça, mais en même temps que toutes les informations qui ont été ingurgitées ne ressortent pas comme ça de façon artificielle. Il faut que ça ressorte de façon naturelle. Donc je les lis avant et à la limite après, une fois que je commence à écrire, je les ouvre plus pour que ça soit simplement ce dont je me souviens, ce qui revient comme ça dans la mémoire première. Alors c'est pareil, c'est une passion de gamin, je suis passionné par les dinosaures. Je ne suis pas le seul, hein, tous les gamins le sont, peut-être les garçons, beaucoup les garçons. Moi quand j'étais gamin, je me souviens très bien que mon arrière-grand-mère m'emmenait dans les magasins de jouets et j'achetais les figurines du brachiosaure, du diplodocus, du tyrannosaure, du ptérodactyle, tout ça. Après j'ai perdu toutes ces maquettes et quand j'ai commencé à écrire ce bouquin-là, au début c'était beaucoup influencé par Le Monde perdu de Conan Doyle, qui est un roman très important pour Conan Doyle, mais qu'on ne lit plus beaucoup aujourd'hui parce qu'il a été tellement repris au cinéma et édulcoré qu'on se souvient beaucoup des versions cinéma, mais le roman plus beaucoup. En réalité, c'est un des meilleurs romans de Conan Doyle que j'ai toujours adoré, et je me suis dit, j'aimerais faire un bouquin qui soit dans cet esprit-là. Le problème, c'est qu'en 1936, c'est un petit peu ce que je raconte dans le roman, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, les découvertes, il y a des territoires vierges sur la planète, il y en a de moins en moins. Il en existe encore en Nouvelle-Guinée, paraît-il, les territoires pratiquement... bon. L'idée que les dinosaures puissent encore exister de nos jours, il y a des gens qui y croient. Hein. Il y a des expéditions qui sont encore montées au Congo, en Amazonie, avec la ferme intention de découvrir quelques spécimens qui auraient été préservés dans un endroit comme ça, un peu comme le plateau perdu de Conan Doyle. Bon, je ne suis pas fou non plus, je ne pense pas que ça soit encore possible. Donc moi, pour pouvoir imaginer une histoire comme ça, j'avais besoin de passer par le côté un petit peu science-fiction. Et si la théorie de l'évolution qu'on nous explique et auquel on adhère depuis toujours était vraie, mais que qui dit évolution dit aussi à un moment régression possible. En tout cas, je l'ai imaginé. Après, je pense qu'il y a certainement d'autres auteurs qui ont dû l'imaginer aussi, même au cinéma, parce que les cinémas fantastiques des années 30, 40, 50, il y avait des scénaristes qui étaient assez imaginatifs. Je pense qu'il y a dû y avoir des trucs comme ça qui ont été faits. Mais en tout cas, j'ai essayé de le pousser à son maximum en me disant, en plus en utilisant comme fond historique la montée du nazisme, 1936. Donc je me suis dit aussi, et l'un des personnages de mon roman le dit explicitement, si une civilisation est capable de régresser, une civilisation aussi avancée que la civilisation allemande est capable de régresser d'un point de vue culturel, est-ce que l'espèce, d'un point de vue morphologique, physique, enfin, au niveau génétique, ne pourrait pas régresser lui aussi? Donc c'est le point de base du roman pour imaginer que la résurgence des dinosaures est vraiment possible. Alors en fait, la chose s'est passée un petit peu différemment, c'est-à-dire ça c'est un peu le système des séries littéraires quand on vous demande de continuer des personnages. Moi au début j'avais imaginé, j'avais écrit Le Fantôme de Baker Street, comme je vous ai dit, dans mon coin, sans éditeur particulier. J'avais du temps devant moi, j'ai écrit cette histoire, et cette histoire ne pouvait se passer qu'en 1932, parce que je voulais imaginer que le fantôme de Sherlock Holmes vienne hanter le lieu du 221 Baker Street après la mort de Conan Doyle. Tous ces éléments-là avaient une importance fondamentale. Conan Doyle est mort en 1930, il me fallait quelques mois avant que l'histoire puisse démarrer, donc j'ai posé ça en 1932, ça pouvait être pas avant, ça aurait pu être après, mais je voulais que ça colle le plus possible au début du siècle. Tout ça étant baigné de références victoriennes, de romans victoriens. Une fois que le roman a plu à un éditeur et qui m'a demandé de le continuer, sachant que j'avais écrit la première enquête de mes héros qui venaient juste d'arriver en Angleterre et qui avaient chacun 22-23 ans, je ne pouvais pas leur faire mener des enquêtes qui se passaient encore avant un moment où ils n'avaient pas commencé la carrière d'écrivain, de détective. Donc ça ne pouvait être beau lapsus. Donc ça ne pouvait être qu'après 1932. Et là, du coup, par la force des choses, j'étais tenu d'écrire des histoires qui se passaient dans les années 30. Le parti pris pour moi, ça ne sera pas dépasser la date de 1945, la fin de la guerre. Enfin, même la guerre, je pense que je l'aborderai de façon secondaire, par des choses un petit peu adjacentes qui peuvent arriver à mes personnages, mais je ne vais pas leur faire mener de front un conflit. Enfin, raconter la Seconde Guerre mondiale, surtout ce qui s'est passé, ce que les nazis ont fait, l'Holocauste, tout ça, ce sont des thèmes que j'ai pas envie d'aborder dans mes bouquins. Je veux rester, l'utiliser comme fond historique, mais pas aborder trop certaines questions.
C'est plutôt amusant. En tant qu'écrivain, l'avantage c'est que chaque roman qui débute, on n'a pas à imaginer de nouveaux personnages. Les choses sont déjà posées. Et puis surtout, ce que je commence à travailler de plus en plus, c'est aussi leur évolution personnelle, leur relation d'amitié, ils venaient juste de se rencontrer quand le fantôme de Baker Street démarre. Le dernier qui est sorti, Le Diable du Crystal Palace, ça se passe en 1936, donc c'est déjà 4 ans après leur début en tant que détective. En 4 ans, les choses ont commencé à évoluer, leur relation à tous les deux a évolué. Trelawney, qui est un personnage sportif, entreprenant, positif, qui aime l'action. Singleton, qui est un personnage beaucoup plus introverti, qui est lui-même écrivain, poète, qui passe son temps à lire et qui veut bien mener une enquête à partir du moment où ça a un rapport avec la littérature. Ce décalage-là, je joue de plus en plus avec. J'essaie de faire en sorte aussi que Singleton, qui a un passé assez lourd, hein, puisque sa propre mère est morte alors qu'il était très petit, et son père est tombé très vite dans le spiritisme, d'où au début du roman l'aversion assez forte que Singleton entretient avec le monde du spiritisme. Ça aussi j'essaie de l'entretenir, parce que c'est une personnalité assez basée sur l'affectif et la sensibilité, donc ça va prendre de plus en plus d'importance aussi au fil des romans.